Salut, c'est Parawan et on est dans Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Alors Parawan, je vais faire une petite présentation. Tu es né en 1979 à Orléans. Tu es DJ, producteur, réalisateur. Par tes projets et par tes collaborations, tu as été un des premiers en France à faire des ponts entre le rap et les musiques électroniques. Tu as aussi fait des études de cinéma à la FEMIS. Tu as réalisé une dizaine de courts et de moyens métrages. Tu travailles également sur des musiques de films depuis une quinzaine d'années environ. Et tu as notamment été nommé au César de la meilleure musique de film pour la BO de Bande de filles en 2015. Belle palette de skills. Aujourd'hui, on te reçoit pour un projet qui réunit un peu toutes tes obsessions. C'est un projet en 3 parties qui s'appelle Spectre. Et on regarde un premier extrait, c'est le clip Shinsekai. Alors j'ai plein de sujets à évoquer avec toi et j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être synthétique et structuré. Ce clip, il est extrait de ton prochain album. C'est ça. Qui s'appelle Machines of Loving Grace. Absolument. J'espère l'avoir dit avec le bon accent. C'est difficile, vas-y. Et cet album, il fait partie d'un triptyque donc, qui s'appelle Spectre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce triptyque, cette trilogie ? Alors, c'est effectivement une trilogie Spectre. C'est un projet global, en fait, qui inclut donc mon prochain album, mon premier long métrage et mon prochain live, en fait. Les trois sont un peu tressés ensemble, ils interagissent, puisque la musique, par exemple, l'album Machines of Loving Grace, c'est aussi la bande originale du film Sanity, Madness and the Family. Et puis Operation of the Machine, c'est le nom du live sur lequel je suis en train de travailler. C'est très spécial de travailler sur un live à cette période, mais on le fait quand même, on espère le faire bientôt. Et le live reprendra aussi les mêmes thématiques. Et en fait, les 3 œuvres interagissent. On n'est pas obligé d'avoir vu les autres pour comprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on présente l'album en premier, sans avoir peur que les gens ne comprennent pas de quoi c'est la musique exactement. Je l'assume comme mon nouvel album en fait. Mais il n'empêche qu'on retrouve toute cette musique dans le long métrage. Et le long métrage raconte aussi comment l'album a été enregistré. Alors justement, ce projet, il arrive en 3 temps. Le premier temps, c'est l'album qui arrive fin mai. Ouais. Le film arrive un petit peu après. Et le live... plus tôt qu'on ne croit, et dès que c'est possible. Exactement. Le live arrive bien plus tôt qu'on ne croit, ça c'est la très bonne nouvelle, ça me rend très heureux, même si c'est beaucoup de travail. Mais dans l'ordre, oui, c'est l'album, le film et le live. Alors le film, bien sûr, là, on a connu quand même un arrêt total de l'exploitation des salles pendant longtemps, et j'ai envie de le faire vivre en salle, ce film, donc on attend le moment opportun, mais il est prêt, et il est terminé. Ce projet, je crois que ça fait 7 ans que tu es dessus. Comment tu as mûri ce projet, justement ? Alors ça fait 7 ans que je suis concrètement dessus. On peut dire que ça fait 15 ans que j'y pense parce que quand je suis sorti de la FEMIS avec Céline Sciamma, on a commencé à écrire un scénario pour un long métrage pour mon premier long métrage en fait. Et en faisant ce film, en écrivant ce scénario, j'ai découvert un certain nombre de choses. J'ai découvert aussi des secrets dans mon histoire passée, dans ma famille, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à explorer. Et donc ça m'a pris énormément de temps de faire ces recherches, d'aller filmer, d'aller documenter un certain nombre de choses, et notamment d'aller enregistrer, pas aux 4 coins du monde, mais un peu sur la route de l'Asie, la musique, les musiciens qui sont sur le disque, puisque j'ai travaillé en Bulgarie, en Indonésie et au Japon pour fabriquer cet album. Est-ce que c'est l'œuvre de ta vie ? Je ne savais pas qu'il y avait une dimension très personnelle, très familiale. Alors la dimension personnelle, elle est très liée au film et à son sujet, et ça, je suis obligé de garder un petit secret autour, mais c'est vrai que le terme spectre, il englobe tout ça, il englobe le spectre sonore, le spectre visuel, le spectre des identités, le spectre comme un fantôme, en l'occurrence le fantôme de mon père. C'est un mot qui regroupe tout ça, et au fur et à mesure, je pense que les gens comprendront de plus en plus de quoi il s'agit, mais je dévoile petit à petit les éléments qui sous-tendent la trilogie en fait. Mais oui, est-ce que c'est l'œuvre de ma vie ? En tout cas, ça y est, j'ai passé la quarantaine, donc je ne sais pas si c'est l'album de la maturité, on dit toujours ça. Oui, c'est par exemple la musique qui est dans ce disque, j'ai l'impression que c'est une musique qui, pour moi,
pré-genre, je dirais, c'est-à-dire avant de découvrir le hip-hop, par exemple, ou la musique électronique, et de rentrer dans des scènes, dans une culture. J'ai beaucoup bricolé avec un piano sans savoir vraiment en jouer quand j'étais petit. Je crois que c'est cette musique-là que j'ai cherché à exprimer, c'est la musique d'un enfant, en fait. Même si elle est, en fait, assez codifiée et référencée dans l'album. C'est un peu la musique que j'ai toujours rêvé avant de faire de la musique, en fait, voilà. En fait, quand je me suis mal exprimé, quand je disais l'œuvre d'une vie, c'est le projet le plus personnel, le plus intime. Parce que j'ai l'impression que, comme je disais en intro, ça réunit toutes tes obsessions, et à la fois artistiques et personnelles. Et justement, j'ai l'impression que quand on regarde ta carrière, ce qui t'intéresse le plus, que ce soit dans la musique ou ailleurs, c'est de raconter des histoires. Qu'est-ce que c'est les histoires que tu as envie de raconter maintenant? Mais c'est vrai ce que tu dis, il y a un paramètre assez narratif dans ma musique depuis le début, par exemple, ce qui n'est pas toujours forcément le cas. Et notamment, je trouve que la musique électronique, instrumentale, est un excellent moyen de raconter, parce que je ne suis pas chansonnier, donc il n'y a pas de narration dans mon texte, en fait. Mais d'ailleurs, le morceau qu'on a écouté, c'est une langue imaginaire, par exemple, donc c'est de la pure abstraction. C'est ça qui est chanté. Et oui, il y a un paramètre très narratif. Alors là, cette histoire que je raconte avec Spectre, elle raconte effectivement toutes mes obsessions. Elle met au même endroit, en fait, énormément de choses sur lesquelles j'ai travaillé au fil des ans, puisque j'étais d'un côté, par exemple avec Céline Sciamma pour faire la musique de ses films, mais de l'autre en train de faire danser les gens jusqu'à 6h du mat. Parfois, ça se recoupait assez bizarrement. Et tu partais aussi à la rencontre de musique traditionnelle à l'autre bout du monde. Et ça fait effectivement un peu moins d'une dizaine d'années que je me suis passionné pour l'enregistrement de musiciens, notamment ceux qui ont une pratique qui sort complètement du cadre très très normé et très standardisé de la musique occidentale, en fait. Et le gamelan indonésien est un excellent exemple d'ailleurs. Et surtout, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Le gamelan indonésien, ouais, c'est tout simplement la musique pratiquée en Indonésie. Alors c'est tellement grand l'Indonésie et c'est tellement riche qu'il y a énormément d'aspects, mais c'est une musique qui se joue dans une gamme spécifique. En Indonésie, on apprend, moi j'ai passé beaucoup de temps à Bali, les gens apprennent à jouer des instruments dès l'enfance, comme ils apprennent à écrire ou à compter. En tout cas, c'est beaucoup plus la norme que chez nous. Il n'y a pas cette notion d'excellence de la performance, et c'est vraiment quelque chose, une pratique qui est quotidienne. Et cette musique qui est complètement, qui déploie un imaginaire assez fascinant, elle est omniprésente en fait. Par exemple, à Bali, dans les rizières, les bambous sont harmonisés, c'est-à-dire que quand il pleut, on entend des timbres, on entend certains agriculteurs utilisent vraiment quand le vent tape dans les bambous, on entend presque une mélodie. Et donc, il y a ce côté musique de la terre, musique agricole, et avec une dimension spirituelle très forte. Donc forcément, ce genre de... Moi, j'ai travaillé avec des musiciens qui font du gégog, qui est la version bambou, en fait, du gamelan, parce que le gamelan, c'est une suite d'instruments plutôt métalliques. Et quand on découvre ça, forcément, ça ouvre complètement... l'imaginaire, et ça rend très très humble sur ce qu'on connaît de ce que c'est que la pratique musicale. Il me semble que c'était Debussy qui avait découvert le gamelan à l'exposition universelle à Paris, et qui avait été complètement transcendé, et ça a énormément influencé son œuvre. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de faire des liens, en fait, en voyageant, de retrouver qu'est-ce qui a influencé quoi, comment les voix bulgares ont influencé Ghost in the Shell, comment... le gamelan a influencé l'écriture harmonique française, qui a influencé Ryuichi Sakamoto, qui a influencé... Enfin voilà, c'est tous ces cycles. Je suis un peu parti sur la piste de ces origines, de ces sons qui m'ont obsédé en fait toute mon enfance, mon adolescence. Ça tombe bien parce que c'était exactement le sujet dont je voulais te parler. Dans Shinsekai, on sent un hommage à la bande originale du film Ghost in the Shell, qui est sorti en 1995. Qui repose, comme tu l'as dit, à la fois sur des mélanges entre des sonorités japonaises et le mystère des voix bulgares. Tu l'as dit aussi tout à l'heure en évoquant le piano que tu avais quand tu étais petit. Tu disais que tu voulais revenir à la musique que tu as découvert avant d'être assigné à un genre. C'est marrant de dire ça pour de la musique. C'est vrai, mais c'est un peu ça le sujet. Et en même temps, Ghost in the Shell, je t'ai aussi entendu dire que la musique, c'est le lien qu'on a à son adolescence. Toi, justement, quand tu te prends Ghost in the Shell au milieu des années 90... On a le même âge, on l'a découvert, je pense, d'abord par la bande-son, par le trailer avec cette musique-là. C'est ça. Comment tu le prends? Alors, je rentre donc ça doit être en 95. À l'époque, j'habitais à Chambéry. Et j'achetais des jeux vidéo d'occasion dans un petit shop, comme il y en avait dans chaque ville. Et donc, c'était rempli de nerds et de fans de Japanimation, etc.
Et en boucle, il y avait une VHS qui diffusait la bande-annonce en fait de Ghost in the Shell avec cette musique. Et je rentre dans ce magasin et je suis tétanisé, transporté. C'est extraordinaire. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis en plus le design était fabuleux. Enfin, instantanément, j'avais été bien sûr traumatisé par Akira à l'écrit et dans le film. Mais là, je me suis dit ok, il y a un truc qui se passe. Et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait Kenji Kawai avait voulu faire de la musique quelque part influencée par la musique bulgare. Et c'est en partant sur les traces de l'origine du rêve de Kenji Kawai que j'ai pu réaliser Shinsekai. En fait. Alors, sur ton album musical, il y a le morceau Shinsekai, il y a aussi le morceau Ars Nova, sur lequel tu fais intervenir le mystère des voix bulgares. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, le mystère des voix bulgares, ça a ce nom parce qu'à la base, c'était une compilation par un musicien français qui sortait des disques et qui avait enregistré ces chœurs bulgares, en fait, qui ont des influences byzantines, ottomanes. Enfin, il y a beaucoup de gens ont l'impression que c'est du chant grégorien aussi. La position de la Bulgarie est assez importante parce que c'est justement ça qui fait qu'on est vraiment entre Occident et Orient, enfin, si on résume très grossièrement. Et donc, il y a des harmonies il y a du quart de ton, il y a des grincements, il y a des choses absolument magiques dans leur musique. Il y a des choses qui, à l'oreille occidentale, très occidentale, peuvent sonner limite dissonantes. C'est ça, il y a presque une recherche de la dissonance. C'est vraiment très spécifique. C'est une musique qui est aussi très agricole puisqu'il s'agit de célébrer les saisons, de raconter l'histoire de la bergère qui s'est perdue dans la forêt, ce genre de folk, en fait, de patrimoine. Et ça a cartonné. Dans les années 80, il y a eu une sorte d'engouement pour la world music en général. Quoi qu'on pense de ce terme, il s'agit bien de ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a beaucoup marché au Japon, qui est un pays qui est très, très fan aussi de culture musicale externe à eux. Et ils ont gagné un Grammy en 1989. Ils ont sorti des disques sur 4AD, qui est un peu le label le plus cool de l'ambiance des années 80. Et je dis il, mais c'est elle. C'est un groupe de femmes qui est managé par une femme, qui est dirigé par une professeure. Et c'est un groupe qui a tourné dans le monde entier. Et Kenji Kawai, plus tard, a été obsédé par ce son. Il a voulu travailler avec soit elle, soit un autre groupe bulgare. Ça, c'est pas fait. Pour Ghost in the Shell, il a travaillé avec une chorale japonaise traditionnelle. C'est un texte en japonais ancien, un texte de mariage et de bonne chance, en fait. Mais il a tout écrit, les harmonies, pour que ça sonne comme les voix bulgares. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réactions sur Shinsekai. On m'a dit « Ah, Kenji Kawai » et je me permets de préciser qu'il y a aussi le rêve de Kenji Kawai, c'était la Bulgarie, en fait, initialement. Et il y a effectivement un autre morceau qui s'appelle Ars Nova, sur lequel j'ai aussi enregistré avec les arrangements de Arthur Simonini, avec qui j'ai composé le portrait de la jeune fille en feu. On va en parler. Des arrangements vocaux qu'on a enregistrés à Sofia. Voilà. Sofia en Bulgarie. Ghost in the Shell, le fantôme dans la coquille. C'est un manga cyberpunk dans lequel il y a une intelligence artificielle qui prend possession de corps qui s'infiltrent dans des machines et qui donne une vie aux machines. Je pense que... Alors, j'ai écouté l'album, mais je n'ai pas encore vu le film, mais d'après ce que je vois, je pense que c'est des sujets qui te parlent. Une âme dans les machines. Toi, tu travailles énormément avec les machines. Est-ce que tu penses que tes synthés ont une âme? Alors, c'est tout à fait le sujet. C'est tout à fait le sujet, l'idée d'un animisme, en fait, des objets. Qui est d'ailleurs tout à fait japonais, en l'occurrence, de vraiment... Moi, j'ai découvert le cinéma notamment avec l'œuvre de Chris Marker, et qui a... Je rigole parce que j'ai plein de petites transitions derrière. D'accord. Non, mais Chris Marker a fait ce film qui s'appelle Sans Soleil, qui est sublime, que je conseille à tous, où il parle notamment des temples où on célèbre les poupées, les objets, etc. Cet animisme japonais et le fait que dans la robotique japonaise, par exemple, c'est pas du tout désincarné. Enfin, c'est désincarné, mais c'est pas inanimé, en fait. C'est pas sans âme. Et il se trouve que j'ai cette fascination pour la musique électronique et les machines depuis toujours. Je ne sais pas vraiment d'où elle me vient, mais que j'ai jamais considéré que... C'est une phrase qui est dans Sans Soleil, d'ailleurs, c'est que l'électronique est le seul moyen de travailler vraiment à même l'émotion, en fait, à même le sentiment, de manière, j'aime pas trop le terme de pureté, mais de manière sensible. Et j'ai toujours trouvé que dans la musique électronique, en tout cas celle que j'écoutais, que ce soit Aphex Twin, Boards of Canada, Autechre, qu'il y avait vraiment une présence, quoi, et une vraie émotion. Et j'ai jamais compris le côté froid que les gens y attribuaient, en fait. En plus, la musique électronique, quand elle est vécue comme une scène, par exemple la techno de Détroit, c'est quelque chose d'extrêmement social, c'est quelque chose de très incarné, de très important. La house de Chicago, c'est pareil, c'était les communautés,
noir, gay, dans les années 80. Il y a quelque chose de très riche, de très vivant. Il y a le corps, il y a tout ça. Et pour moi, voilà, les machines, effectivement, sont un vecteur sublime pour exprimer l'émotion sans passer par une pratique qui demande justement ce fameux truc du conservatoire de 15 ans de travail pour arriver à sortir un son d'un piano correct, peut-être pas 15 ans, mais voilà, un vrai temps, ce côté, l'excellence, la difficulté, etc. Et je trouve que, comme j'avais envie de me positionner comme un enfant, comme un amateur, comme quelqu'un qui ne sait rien et qui découvre la musique ou la musique électronique pour la première fois, je me suis vraiment mis face à mes machines comme si c'était la première fois. Voilà. Et ces machines qui m'ont renvoyé quelque chose, parce qu'elles étaient habitées, je pense. Habitées par l'âme que tu mets aussi dedans, je pense. Je reviens sur Chris Marker. Tu m'offres une transition de rêve. Parce que Chris Marker, donc, il a réalisé ce film qui s'appelle Sans Soleil. Sans Soleil qui se passe au Japon. Il se trouve que Sans Soleil, c'est aussi le nom d'une interview qu'on a réalisée avec Mouloud Achour et Lajli. Ouais. Avec le rappeur Kekra à Tokyo en 2018. On est parti filmer Kekra à Tokyo à ce moment-là. On l'a appelé Sans Soleil parce que c'est justement un hommage à Chris Marker. Et il se trouve que, quand on a débarqué à Tokyo, toi aussi t'étais là. Et donc on a passé un peu de temps ensemble avec toi, Kekra et Midsizer. Et je voudrais montrer un peu ce que c'était ta vie au Japon, parce que tu passes beaucoup de temps au Japon, très souvent. En fait, on est allés ensemble dans une salle d'arcade. On va regarder tout de suite. Tu t'y attendais pas, celle-là? Ah non, je m'y attendais pas du tout. Bien joué. T'es un malade de Street Fighter. Ouais. T'es un gros joueur de Ryu. Et depuis des années, tu vas te taper contre des Japonais dans les salles d'arcade au Japon. Qu'est-ce que c'est ça représente pour toi? C'est quoi la sensation? Qu'est-ce que c'est, cette expérience? Un de mes buts dans la vie, c'était d'arriver à Shinjuku, de mettre ma pièce de 100 yens et de ne pas passer pour un gaijin qui n'y connaît rien à Street Fighter. C'était un des trucs que j'ai réussi à faire dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, je gagne quelques matchs à la Taito de Shinjuku. Je confirme, moi j'ai assisté, tu as gagné des matchs. Pas beaucoup de matchs, mais je gagne quelques matchs. C'est pareil, ça fait partie des obsessions de préadolescence ou d'adolescence. C'est vraiment ma génération, je pense que c'est la tienne aussi. 92, l'arrivée de Street Fighter, obsession. À l'époque, il y avait des bandes d'arcade dans tous les cafés, en face du collège, en face du lycée, partout en France en fait, un peu dans le monde d'ailleurs. Ça a disparu, mais la culture est restée extrêmement vivante au Japon. Donc j'y suis allé pour la première fois en 2003-2004 au Japon, un truc comme ça. Première chose que j'ai voulu faire, c'est me plonger dans ce monde-là, où tu vois des salarymen de 45 ans avec leur attaché case qui te défoncent avec un Ryu de fou, tu vois. Parce qu'il y a une culture sur la bande d'arcade, on joue contre l'adversaire qui est en face. Les bandes d'arcade sont reliées à deux. Et il y a une culture de celui qui gagne reste. Et ça défile en face. Chacun met sa pièce pour. C'est extrêmement compétitif, mais c'est surtout au Japon extrêmement serein et pacifié. C'est-à-dire que c'est pas du tout. Ça n'est qu'un jeu de baston. Hein. C'est pas du tout une ambiance. Par exemple, en Chine, il y a des salles d'arcade dans lesquelles j'ai traîné qui sont un peu plus. Tu sens qu'il y a un peu la mafia qui est là, quoi. Et ça fume des clopes et ça joue, mais c'est assez stylé, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu les bad boys qui jouent, notamment à King of Fighters, etc., dans des énormes salles. Et oui, au Japon, il y a cette tradition, clairement, d'une sorte de compétition contre soi-même aussi, qui est apaisée, qui n'est pas du tout violente, en fait, et c'est quand même un jeu très cérébral aussi, donc c'est un gros truc de nerd. En vrai, c'est comme jouer aux échecs fois 1000 en accéléré, quoi. C'est très, très... C'est pas du tout juste ça n'a de baston que le nom, en fait. C'est des stratégies, c'est le mind game, en fait, quoi. Et j'adore ça. Ça me détend, ça me met dans un état d'esprit presque méditatif, en fait, de jouer. Il y a un aspect de maîtrise et d'exécution, d'ailleurs, comme en musique. Mais il y a aussi une approche. C'est une forme de communication. Tu peux comprendre comment quelqu'un est en le voyant jouer, en fait. Il t'envoie des signaux. Il te dit, moi, je suis agressif. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis technique, etc. Voilà. Et j'aime cette communauté. C'est vrai qu'à Paris, il y avait une salle d'arcade qui pratiquait beaucoup ça jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'y étais presque tous les soirs, en fait. Et j'assume ce côté ado attardé, ouais. Je recommande au passage, sur tout ce que tu dis sur le mind game, un manga français qui s'appelle Versus Fighting Story, qui parle justement de la culture Street Fighter et du mind game. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, et je savais dès le début que je serais très frustré parce qu'on a plein de sujets à évoquer. Ouais. Très vite, 3 adresses incontournables pour toi à Tokyo.
pour le jour où on aura le temps et la chance de pouvoir y retourner? Alors, on peut manger les meilleurs gyoza du monde à Harajuku. Là, de mémoire, je ne vais pas te dire l'adresse, parce qu'il n'y a pas vraiment d'adresse en plus à Tokyo, donc il faut googler ce truc de toute façon. Une autre adresse, la Taito de Shinjuku, la salle d'arcade. Il faut descendre au sous-sol, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a tu vois les meilleurs joueurs du monde qui viennent. Voilà. Et la troisième adresse, je dirais le magasin Great, qui est tenu par Kiri, un pote à moi, et on y a été ensemble d'ailleurs. Qu'on a vu justement au début de l'interview avec Kra. Parce qu'en termes de mode cyberpunk du futur, même si c'est souvent un peu hors de prix, enfin je veux dire, c'est des pièces, quoi. C'est vraiment. Et puis le public qui vient là, c'est un endroit assez. Et qui est à Akihabara? Non, il est à La Forêt, il est à Harajuku aussi. Harajuku, pardon. Mais des adresses, j'en ai 3000 pour une autre émission, on fera une version longue. Hein. Grave. Je l'ai dit, en fait, dans ta musique, dans tes projets, il est beaucoup question de voyage, il est beaucoup question de rencontres inattendues. Et je voudrais qu'on écoute un maxi que tu as produit, un EP que tu as produit en 2003. Il me dit trop pâle pour y vivre. Tout bab une proie facile et le soleil un poison. Ben voyons, peur que les rayons qu'il délivre infiltrent mes tissus bêtement. Mais le cancer s'arrête aux fibres, l'élixir est mon vêtement. Sans carré, diop, Cissé. Sans carré, diop, Cissé. Sans carré, diop, Cissé. Sans carré, diop, Cissé. Alors depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de musique électronique. Les gens ont peut-être oublié, mais tu as un énorme ADN rap à la base. Ah oui. Tu as commencé avec un groupe de rap qui s'appelait Expert en la matière. Ouais. Tu as produit plein de groupes français. Et j'en profite aussi pour parler d'un truc. En 2014, chez nos amis de Rins, tu as fait un mix de 2 heures sur l'âge d'or du rap français qui est extraordinaire. J'encourage tout le monde à l'écouter si vous ne le connaissez pas déjà. Il a cartonné, il a plus de 700 000 vues sur SoundCloud, ce qui est monstrueux. Le morceau qu'on vient d'écouter là, c'est Ciel et Terre, avec un rappeur qui s'appelle Iris. Iris, ouais. Et c'est sorti en 2003, à une époque où ce son-là était en rupture avec tout ce qui se faisait à ce moment-là, parce que vous êtes limite poétique. À la fin, il y a une grosse plage instrumentale dans laquelle tu fais des variations électroniques. Et dans le thème même, c'était quelque chose auquel les gens étaient... s'y attendaient pas du tout. C'est un blanc qui raconte comment il a grandi en Afrique, et le lien qu'il a avec l'Afrique. Le lien qu'il a avec le Sénégal, oui, absolument. Avec le Sénégal. Et avec le temps, c'est devenu une espèce de classique underground. Alors cette période, c'est vraiment une période incroyable et très très riche, parce que je venais d'arriver à Paris en 97, et de 97 à 2003, il y a eu à la fois la rencontre avec TTC, la rencontre avec Iris, la rencontre avec Quality Streets, on faisait des mixtapes. Du coup, j'ai rencontré une bonne partie du rap français actif de l'époque, soit dans des émissions de radio avec mon pote Globe qui était sur Génération, soit en enregistrant toutes ces tapes avec, je sais pas moi, Diabus System, Tout Simplement Noir, dans des caves dans le 18e ou chez moi avec... beaucoup de gens, même du raga hip-hop, qui venaient chez moi fumer des cigarettes et enregistrer des disques. Et donc, c'était un moment où tout se mélangeait. Il y avait plein de scènes qui étaient en bouillonnement. J'ai rencontré aussi Mouloud à ce moment-là, d'ailleurs. Et ce maxi avec Iris, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les gens m'écrivent, me demandent s'ils peuvent utiliser l'instrumental, soit de celui-là, soit du morceau Crazy. Et Iris, on s'est parlé par texto il y a quelque temps. On a pensé à le rééditer, quoi, parce que c'est vrai que c'était un ovni, c'était complètement autoproduit, et c'était, comme tu dis, c'est une époque où le rap français était encore un peu... il y avait une scène qui était claire, définie, et tu en faisais partie ou tu en faisais pas partie. Et là, c'était un peu à côté. Et puis avec TTC, on est allé encore complètement à côté. Mais Iris, il avait cette vraie autonomie, cette vraie indépendance, et il a proposé quelque chose qui était assez hybride. Et moi, c'est vrai que je me suis éclaté sur cet instrumental-là. Quand tu dis que j'ai... couper des barrières entre la musique électronique et le rap, je peux que penser à DJ Mehdi, parce que c'est lui qui a inventé ça. Enfin, en France, c'est lui qui a apporté ça, et qui était ensuite un ami et très cher, et une inspiration énorme, parce que sans lui, j'aurais jamais pu... Quand il disait en interview Daft Punk, ça fait partie de ma culture, à une époque où la musique électronique et le rap, c'était interdit, c'était libérateur, en fait. Et... sans lui, j'aurais jamais eu ce petit marchepied, cette petite confiance en moi, et sans aussi TTC qui m'ont poussé à aller dans cette direction pour exprimer un peu plus sur la partie instrumentale, chose qui aujourd'hui est devenue beaucoup plus la norme, en fait. La musique électronique est partout dans le rap, maintenant, il n'y a plus tellement de distinction.
Une autre personne avec qui tu travailles depuis des années, c'est la réalisatrice Céline Sciamma, Ouais. réalisatrice et scénariste. Vous vous êtes rencontrés à l'école. Tu as réalisé la BO de tous les films de Céline Sciamma. Naissance des pieuvres, Tomboy, Bande de filles. En 2019, elle a fait Portrait de la jeune fille en feu, qui a eu 10 nominations au César, et dans laquelle tu as fait un seul morceau, mais c'est un morceau qui est central dans l'histoire. On va écouter un petit extrait. Là encore, des chœurs féminins dans des langues anciennes. C'est du latin. C'est du latin. Qu'est-ce qu'elles disent? Alors, c'est un mélange. Il y a un extrait de Nietzsche, mais je veux pas trop. Il y a un petit côté Da Vinci Code dans ces phrases en latin, donc je veux pas trop dévoiler. Mais ça se trouve sur Internet, l'explication, la vraie. D'accord. Mais effectivement, c'est une langue ancienne. En vrai, les choses se sont faites dans l'autre sens. C'est que Céline m'a parlé de cette scène chantée par des femmes au XVIIIe siècle. Et je lui ai sorti quelques références auxquelles ça me faisait penser. Et puis, je lui ai fait écouter aussi le travail qu'on faisait avec Arthur Simonini sur le chœur des voix bulgares. Et donc là, elle me dit « Ah ouais, mais là, il faut absolument qu'on fasse un truc. » Et ça a inspiré, en fait, le portrait de la jeune fille en feu. C'est aussi les aléas du calendrier des sorties. Quand on travaille pendant 7 ans sur un projet, parfois des choses sont prêtes avant d'autres qui sortent avant, tu vois. Mais avec Céline, qui est une amie extrêmement proche, on a tellement communiqué et tellement échangé depuis le début, depuis 20 ans, quoi. Si je fais un nouveau morceau, je lui envoie. Elle me fait lire ses scénarios, bien sûr. Et donc, on échange énormément. Ça infuse dans le travail de l'un et de l'autre, je crois. Et c'est une collaboration qui est assez merveilleuse, effectivement, parce qu'on a bossé ensemble sur tous ces films depuis 2007, depuis son premier. J'ai une dernière question. Le dernier titre de ton album s'appelle Futatsu no Taiyo. C'est du japonais. Ça veut dire 2 soleils. Spontanément, moi, ça me fait penser à plusieurs soleils doubles dans ton univers. Le cinéma, la musique, l'Orient, l'Occident, l'acoustique, l'électronique. Est-ce que je me trompe dans la signification? Tu ne te trompes pas du tout, parce que Futatsu no Taiyo, c'est une phrase qui m'est venue. C'est une obsession que j'ai depuis longtemps, le thème des 2 soleils. Si tu vois mon clip Lean on Me, qui date de 2012, que j'ai tourné à Tokyo, il y a déjà, c'est discret, mais en fait, il y a 2 soleils dans le ciel. C'est 100 soleils ou 2 soleils. C'est ça, 100 soleils ou 2 soleils. Il y en a sur cette pochette de Machines of Loving Grace. Et c'est libre, on va dire que c'est poétique, tu en fais ce que tu veux, et tout ce que tu dis est tout à fait valide. Et en regardant la fin du film, les gens auront d'autres interprétations possibles. Mais j'aime cette idée de vivre dans un monde de science-fiction dans lequel il y a deux lumières différentes. Voilà. Parwan, merci. Le projet Merci. Spectre va occuper notre deuxième moitié de l'année 2021. L'album Machines of Loving Grace sort bientôt. Le 21 Le mai. film, le 21 mai. Très prochainement, le film. Et le live, on espère pouvoir annoncer des dates très prochainement. Très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. I gotta stay in my